Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce forum des lecteurs en direct de la foire du livre de Brive et en direct aussi sur Corrèze Télévision. Vous pourrez revoir l'émission ou la transférer, l'envoyer à vos amis qui n'ont pas pu la voir et qui sera donc en ligne sur le site corrèze.tv. Voilà, c'est dit. J'accueille donc mes deux invités. Bonjour. Bonjour. Alors Xavier Perron, bonjour. Pour votre livre donc paru chez Erol, qui s'appelle « Tu ne peux... » Non, attendez, je vais y arriver. « Tu ne peux pas presser la déesse », voilà. Je vous laisser le dire tout seul parce que c'est un titre à rallonge. Un proverbe Maasai, tu ne peux pas presser la déesse en lui donnant un coup de coude. Voilà. Et en quelques mots, c'est « sois patient ». Oui, attends que les choses arrivent. Alors c'est ce que j'ai appris chez les Maasai, c'est être patient. Pas être patient voilà, par rapport à une nervosité, non, mais c'est être patient parce que nous avons tous un destin qui nous est donné à la naissance et qu'il existe une énergie supérieure qui nous guide et nous protège en toutes circonstances. Voilà. Bon, j'espère que cette énergie va nous protéger durant cette demi-heure. Tout à fait. Et mon voisin de gauche, bonjour. Bonjour. Donc Bertrand Méheux pour la conversion de Guillaume Portail. Comment l'homme le plus riche du monde s'en est pris au capitalisme, aux éditions Libres et Solidaires. Alors nous allons parler de littérature, toujours de littérature, mais avec des romanciers assez iconoclastes. Pourquoi iconoclastes, me direz-vous? Eh bien parce que vous n'avez pas seulement écrit une fiction romanesque, l'un et l'autre, mais des livres qui portent un idéal. Cet après-midi, nous allons parler de paranormal, de spiritualité, de prise de conscience et de changement de vie. Donner un sens à sa vie. Vous me direz, on a tous envie de donner un sens à notre vie. Donc voilà un but qui fait l'unanimité. Encore faut-il s'entendre sur le moyen, la façon de le faire. Xavier Perron et Bertrand Méheux, vous avez créé l'un et l'autre des personnages ancrés dans une réalité qui est très proche de la nôtre. On va voir pourquoi. Qui vraiment se rapproche presque pas de la fiction au départ. Et chaque personnage va devoir modifier sa façon de vivre. Ils se heurtent à un mur et ils vont devoir accepter de modifier leur façon de penser et de se remettre en question. Xavier Perron, donc je commence avec vous. On a parlé des Maasai déjà. Vous êtes justement un anthropologue politique et expert des peuples premiers, en particulier les Maasai, sur lesquels vous avez beaucoup écrit. Vous avez fait des documentaires aussi. Quand remonte cette rencontre avec les Maasai? En fait, c'est très difficile de résumer, mais enfin, je vais essayer. À l'âge de 6 ans, parce que moi, je suis brestois, donc rien à voir avec les Maasai au départ. Hein. Je suis le 9e d'une fratrie, numéro 9. Et je m'appelle Perron. Et déjà, Perron au Maasai, ça veut dire transmetteur de la spiritualité. C'est un truc de fou. À l'âge de 6 ans, je fais une expérience de mort imminente, c'est-à-dire je me noie lors des marées d'équinoxe. Et suite à cette noyade, je vais faire un rêve. Et ce rêve, c'est les Maasai qui m'appellent. Donc, je vais faire des lectures à l'adolescence, Joseph Kessel, Ernest Hemingway, Out of Africa de Karen Blixen, etc., etc. Je suis passionné des Maasai. Je vais mobiliser toute mon énergie pour être le meilleur à l'école, à l'université. Je vais faire 2 doctorats. Voilà, c'est incroyable. Et je passe 3 années chez les Maasai. Et qu'est-ce que je vais découvrir là-bas? Des choses extraordinaires, mais extraordinairement simples. En fait, pour être heureux là-bas, Maasai vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux. Ils m'ont appris à faire la navette entre les éléments apparemment contradictoires de la paire, mais qui sont en fait complémentaires. Vous savez qu'à l'extérieur, la nuit succède au jour, la pluie succède au beau temps, qu'à l'intérieur de soi, l'espoir succède au désespoir, et vice-versa, que le bien-être ne va pas sans la difficulté. Donc ils m'ont appris à faire la navette, à accueillir les difficultés, à accueillir le grain de sable, comme disait d'ailleurs Épicure autrefois. Donc accueillir, être dans l'accueil, être dans la non-résistance. Ils m'ont appris à, rechercher le bon ordre. C'est un des cercles Maasai les plus importants. Rechercher le bon ordre, c'est-à-dire se connecter à cette énergie supérieure. Voilà, par des respirations, par des méditations, par des marches de pleine conscience. Des choses à la mode aujourd'hui, mais qui marchent, fonctionnent. Deuxième chose, c'est d'être dans la joie de vivre, Enshipai. La joie de vivre, mais c'est pas être joyeux en faisant des yogas du rire, mais c'est être joyeux parce qu'on considère l'autre
comme étant un prolongement de soi-même, une autre version de soi-même. Donc on l'aime, on le caresse, on l'accueille, on est content, on donne des nouvelles, toujours positives. Une nouvelle négative étant enfermée entre deux phrases codifiées positives. Voilà, Enshipai, version la plus pure, expression la plus pure de l'amour, Enyorata. Troisième chose, accueillir les difficultés, Osina Kishon. La souffrance est un don. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on peut faire autrement. Justement, c'est initiatique la souffrance. Et une fois qu'on a compris cela, alors on ne souffre plus du tout. Et on est dans une espèce de constance, une sorte de bien-être qui s'installe. Et quatrième chose, enfin, on trouve son chemin. On a un point central autour duquel mobiliser toute son énergie. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que Jules César avait trouvé le contraire pour nous détourner. Il avait dit panem et circenses, du pain et des jeux pour nous distraire. Ce qui fait qu'on était des morts vivants. Parce que là, les Maasai m'ont appris à mobiliser toute mon énergie, c'est-à-dire trouver mon point central autour duquel mobiliser cette énergie. Et pour qu'un être soit vivant en biologie, c'est ça. Il faut qu'il ait un point central qui agrège tous les éléments qui le composent. Ben pour nous, c'est pareil. Et fait que je l'ai trouvé. Si tu prends deux chemins en même temps, ton bassin se brise, disent les Maasai. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que vraiment, j'ai trouvé ma voie et j'ai trouvé l'amour au bout de 30 ans. J'ai trouvé une jeune femme française, elle n'est pas Maasai, mais je l'ai trouvée par les Maasai. Enfin bon, c'est une longue histoire, je raconte ça dans un de mes livres. C'est une rencontre magique. Et je suis très heureux avec cette jeune femme. Et c'est ça que je transmets aujourd'hui, c'est mon enthousiasme, mon allégresse. Voilà. Mais alors dites-nous, vous êtes transmetteur même par votre nom de famille apparemment. Voilà. Mais est-ce que les Maasai vous ont demandé, vous ont fait leur ambassadeur? Oui, tout à fait. À l'extérieur, je sers de pont. J'aime bien le pont sur l'infini. Le pont entre... Parce que j'aurais pu vivre chez les Maasai tranquille. J'y vais très régulièrement et j'emmène des petits groupes, souvent des femmes d'ailleurs. Les hommes sont un peu... Ils viennent et on fait des séjours initiatiques de 9 jours avec des rituels, des marches avec les animaux sauvages, des nuits à la belle étoile. Donc si ça vous intéresse, j'ai des dépliants là. Le prochain voyage, c'est en mai prochain. Donc voilà. Et je transmets, oui, je fais des conférences, des ateliers. J'ai tout quitté. J'étais professeur à la Sorbonne et à l'île de la Réunion. J'enseignais la science politique, l'anthropologie politique. J'ai tout abandonné du jour au lendemain. Parce que j'estimais que je n'étais plus libre d'écrire ce que je voulais, d'être moi-même. Et comme être Maasai, c'est avoir le regard clair et la démarche alerte, moi c'est ça. Donc je ne pouvais pas rester. Donc j'ai payé de ma personne parce que du coup, ma femme de l'époque m'a quitté. Je me suis retrouvé tout seul, mis au banc quasiment de la société, mais j'étais heureux. Vous avez pris un risque et vous avez été récompensé. J'ai pris un risque et j'ai été récompensé. Et dans ce roman, vous mélangez les genres, justement. On sent cette liberté littéraire, puisque c'est un roman, une fiction. Vous inventez un personnage, donc vous vous accrochez à l'image d'un footballeur professionnel qui s'appelle donc Skander Mourati, ouais. Skander Mourati, qui a des origines yougoslaves. Kosovar, et qui est au firmament de son talent. Il vient d'arriver à Paris, donc il est au Paris Saint-Germain. Avant, il était au Bayern de Munich. C'est le numéro 9 de l'équipe. Tout le monde l'adule. Il a énormément d'argent. C'est une star. Et pourtant, on le prend au moment où il commence à dégringoler. Il n'est plus heureux. Il est en dépression. Oui, tout à fait. Il est dans un grand mal-être que nous avons tous connu. Le mal-être. Vous savez, on ne sait pas le définir et on n'est pas bien. Parce que nous, on vit dans la séparation, la fiction de la division, de la séparation, qui est encore le paradigme de la pensée moderne. Évidemment, Newton et Descartes sont nos philosophes vedettes. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'argent ne fait pas tout. Le bonheur ne passe pas par l'argent. Le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur. Le bonheur, il faut se construire intérieurement, être heureux intérieurement. Alors là, oui, on peut, après, avoir des biens matériels, on s'en fiche, mais le principal, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'était justement, je veux atteindre le cerveau émotionnel des gens, cerveau émotionnel, les intestins,
Et je ne m'adresse plus au cerveau gauche, je ne m'adresse plus comme je l'ai fait dans des bouquins autrefois ou à l'université. Je m'adresse au cerveau émotionnel des gens. Et c'est pas un hasard si vous choisissez un footballeur, parce que c'est un sportif. Alors voilà. Et ensuite, c'est peut-être le sport le plus universel qui existe. C'est ça, j'ai voulu choisir une icône qui illustre bien notre société actuelle. Une société complètement dans la démesure, dans le matérialisme le plus insensé, alors que nous sommes à la base des êtres spirituels, dans un corps, certes, mais nous devons faire cette expérience spirituelle. Parce que si on est spirituel, alors personne ne peut nous atteindre. Nous sommes protégés en toutes circonstances. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que nous avons tous une part d'ombre et une part de lumière. Alors, c'est pour cela que, effectivement, il était dans un grand mal-être. Il n'avait pas encore accepté, accueilli qui il était. J'ai été médiateur au Kosovo, avec du temps de Kouchner, vous savez, après les frappes de l'OTAN. Donc, je faisais des réunions de réconciliation entre les Serbes, les Albanais et les Tziganes. Et qu'est-ce que j'ai utilisé comme méthode? La méthode, le cœur, l'amour. J'ai utilisé la méthode Maasai, Eniolata. Et j'ai envoyé de l'amour pendant 2 heures lors d'une réunion importante. J'avais demandé à mon binôme, qui était le maire d'une ville de 100 000 habitants au Kosovo, Vučić Trn, eh bien, de diriger la séance. Et moi, j'ai envoyé de l'amour, une vibration d'amour. Dans le monde, tout est vibration. J'ai envoyé la vibration d'amour. Au bout de 2 heures, les Serbes ont demandé pardon aux Albanais, à genoux, en pleurant. C'était une grande victoire, mais ça n'a pas été filmé. On peut changer le monde avec l'amour. Ça n'a pas été filmé. Alors je reviendrai à vous dans une deuxième partie pour parler peut-être de votre héros, votre jeune adolescent Maasai. J'ai tellement de choses à dire que... Mais justement, comment changer le monde? C'est aussi une des thématiques de la conversion de Guillaume Portail, qui flirte aussi avec le mysticisme, avec l'histoire de Jésus, qui est en filigrane dans votre livre. Alors, en quelques mots, c'est l'histoire de Guillaume Portail, de Kervasdoué, qui est un homme richissime, pour ne pas le nommer, qui est en fait l'avatar de Bill Gates. C'est la traduction exacte en français de Bill Gates. Voilà, oui. Qui est à la tête d'une entreprise présente dans le monde entier, qui est très très riche et qui va décider de détruire le capitalisme qui jusqu'alors avait fait sa fortune. Alors qui est ce personnage très ambivalent? Alors, mon récit a beaucoup de points communs avec celui de Xavier Perron. Il y a un moment où ça diverge parce que mon but est plutôt de comment on peut transformer la société. Mais le point de départ, récit plus économique. Le point de départ est le même. Donc, Guillaume Portail de Kervasdoué est l'homme le plus riche du monde. Malgré son nom, il est américain. C'est un Français, ce sont des détails importants à comprendre pour l'histoire, qui est d'origine aristocratique, qui a été formé, ses ancêtres étaient chouans. Et rappelez-nous ce que ça veut dire Kervasdoué. Kervasdoué en breton, ça signifie le domaine du serviteur de Dieu, très, très exactement. Et donc, il vit un drame, c'est qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde et que il a été élevé dans une lignée qui méprise l'argent. Et pour lui, la voie des ancêtres est absolument capitale. Alors, il est travaillé par la honte. Et il a une fille qui fait ses études en France, des études de philosophie à la Sorbonne, et qui est devenue l'égérie de Notre-Dame-des-Landes. Qui, dans votre roman, s'appelle Notre-Dame des Bruyères. Oui, parce que dans le roman, tous les noms sont un petit peu transformés. Les noms sont un peu transformés. On a un certain François le Petit, un président qui est en fin de mandat. On a un Dollard Trump. Voilà. Bon, et donc il a honte et sa fille n'arrête pas de le travailler en lui disant « Mais tout cet argent que tu donnes partout sur la terre, ça sert à rien. C'est pour entretenir le capitalisme qu'il faut, c'est l'abattre. » Voilà. Et un jour, il pète un plomb. Il pète un plomb et il vit une sorte de nuit mystique qui fait qu'il en sort un personnage complètement transformé, radicalement transformé. Et il décide de transformer complètement sa vie et d'abattre le système qui la nourrit. En mobilisant son énorme fortune,
pour un projet assez incroyable qui est raconté dans le livre. Ouais. Mais alors racontez-nous, vous, d'où vous venez, parce que ce n'était pas du tout votre premier ouvrage. Vous en avez écrit 7 auparavant, dont La politique de l'oxymore, qui était un pamphlet qui questionnait déjà l'écologie. Bon, j'en ai écrit une quinzaine en fait. Une quinzaine de livres. Il paraît que les romans le premier roman est à la mode. Alors je signale que c'est un premier roman. Absolument. Bon, mais bon, mon éditeur n'a pas les moyens de le faire savoir apparemment. Mais on est ici pour le faire savoir. Voilà. Alors donc, en fait, vous êtes là où on ne vous attend pas. Mais votre spécialité, le paranormal. Ma spécialité à l'origine, c'est la philo. J'étais prof de philo, mais je suis devenu un commentateur et un historien de la parapsychologie, pour dire la chose rapidement. Mais depuis une douzaine d'années, j'ai ouvert un nouveau chantier qui est la question écologique. Et j'ai écrit un pamphlet qui s'appelle La politique de l'oxymore, qui a eu un de mes livres qui a eu le plus de succès, où je démontre que l'impasse dans laquelle on est fourvoyé est presque pratiquement fatale. On ne peut plus sortir de cette situation sans une casse énorme. C'est donc un livre très pessimiste. Et donc, j'ai éprouvé le besoin, en quelque sorte, de me dédoubler, de devenir quelqu'un d'autre, et dans une fiction, d'explorer le cas de figure inverse. Donc le narrateur de votre roman, voilà. En fait, c'est vous. Quelque part. Le narrateur de mon roman, c'est un... Qui raconte l'histoire de Guillaume Portail. Voilà, c'est en partie moi et en partie le contraire de moi. Parce que le narrateur du roman, c'est un sociologue qui dirige l'Institut des émergences hautes études. Qui n'existe pas. Et qui a comme particularité de ne jamais rien comprendre aux événements qui se passent sous ses yeux, au départ. C'est un peu Fabrice à Waterloo, il ne comprend pas ce qui arrive. Mais il va tomber amoureux de la fille de Guillaume Portail, et c'est ça qui va faire qu'il est avalé dans l'histoire. Voilà. Et donc, Guillaume Portail décide, un jour, fait savoir que, étant donné le climat délétère qui règne aux États-Unis depuis l'élection de Trump, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle dans mon roman, il vient s'installer en France avec sa fortune, ses fondations, pour moderniser la France. Alors là, il y a une sorte de jeu diabolique. Il fait croire qu'il vient pour moderniser la France, en faire dans le sens du libéralisme le plus effréné. Il désire s'emparer du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Bruyères pour en faire un aéroport beaucoup plus colossal. Et autour, il achète plusieurs millions d'hectares pour promouvoir des nouvelles fermes de 10 000 vaches. Alors le pouvoir, absolument subjugué, ne peut pas résister à une telle proposition et Portail récupère le projet Evans-Vinci et s'empare de Notre-Dame-des-Bruyères. Mais ne dites pas tout, ne racontez pas l'ensemble du livre. Mais revenons à la scène inaugurale. Donc ça se passe avec un voyant et vous avez donc dans le roman aussi une part importante autour de la voyance, du paranormal. Qu'est-ce que le paranormal? Est-ce que c'est du charlatanisme? Est-ce que c'est une étude? Est-ce que c'est de la science? C'est une dimension de l'expérience que toutes les sociétés connaissent. Que la nôtre est la seule à avoir ostracisé depuis à peine 3 siècles, disons, et encore pas complètement notre société, mais les élites intellectuelles. Et il existe depuis 2 siècles à peu près un courant de recherche qu'on appelle les sciences psychiques qui vise à étudier ces phénomènes, clairvoyance, prémonition, prophétie, télékinésie, etc. Et en France, il existe une société savante qui s'appelle l'Institut métapsychique, qui a été fondée par un prix Nobel, Richer, en 1919. On va fêter l'année prochaine le 1er centenaire. Et je fais partie de ce groupe. Voilà. Donc, quand je décris une scène de voyance, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Alors, que se passe-t-il pendant cette scène de voyance? En fait, ce qui se passe, c'est que Portail, après être allé visiter sa fille à Notre-Dame-des-Landes, va à Paris parce qu'il a rendez-vous pour assister à une voyance. Une séance de voyance à l'Institut parapsychique. C'est un peu déformé dans mon histoire. Et donc, voilà comment ça se passe. C'est un voyant d'origine polonaise qui s'appelle Fortunski, qu'on lâche dans la salle, et puis qui régulièrement agrippe... Les gens arrivent sous des numéros d'ordre et sont anonymes. On ne sait pas de qui il s'agit. Et il agrippe une personne, il a une sorte de canal qui s'ouvre avec une personne et il se met à parler d'elle et à donner sur sa vie des détails extrêmement précis. Et parfois, il voit aussi dans l'avenir ce qui va lui arriver. Et donc, Portail arrive parce que
Il est très superstitieux, c'est un breton, il croit aux intersignes, et il utilise même le pendule pour décider de ses affaires. Bon. Et il a un rêve qui le travaille depuis son adolescence, qui a une allure prémonitoire. Il a l'impression que ce rêve annonce qu'il va mourir dans une sorte de drame impliquant la société tout entière. Mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Il a le sentiment d'être prédestiné et il voudrait des explications. Donc c'est pour ça qu'il vient écouter le voyant. Et le voyant, à un moment donné, l'accroche et lui dit « Mais il y a quelqu'un ici pour qui va le mot porte ?» Il s'approche de lui, il dit « Mais vous êtes plus qu'une porte, vous êtes un portail, mais vous ouvrez sur quelque chose, mais sur quoi ouvrez-vous » Et donc, en fait, il ne lui dit pas son nom, il prend son nom pour désigner son problème existentiel. Sur quoi il va ouvrir. Voilà. Donc, vos personnages ont en commun d'avoir la richesse, la célébrité. Certains pourraient dire qu'ils ont tout, et pourtant, ils vont subir des crises. Dépression pour l'un, crise mystique pour l'autre. Absolument. Est-ce que vous avez voulu faire des livres pour montrer, pour illustrer que, là, en effet, l'argent ne fait pas le bonheur, ou est-ce que vous avez vous-même derrière un projet économique plus ambitieux? Est-ce que c'est une manière, vous parlez de Piketty, de l'économiste Piketty, qui s'appelle Piketty dans votre livre, mais est-ce que vous-même, vous partagez ces vues, ou est-ce que vous avez aussi envie de démontrer aux lecteurs, aux futurs lecteurs, qu'une autre société est possible? Alors mon but, en fait, l'histoire de la conversion de Portail est une fiction un peu convenue dans mon histoire, enfin un peu ironique. C'est-à-dire que il s'agit d'expliquer à travers, il y a des références qui renvoient à la conversion de Saint-Augustin, qui ouvre une page d'un livre et qui trouve une phrase qui le concerne. Et Portail, c'est ce qui va lui arriver à l'hôtel à Davos, où il est invité pour faire une conférence inaugurale aux entretiens de Davos, après une longue conversation avec un théoricien de la décroissance qui l'a beaucoup bousculé, qui s'appelle le pape dans mon histoire. Mais Bertrand Meheula, vous ne répondez pas à ma question. Mais si, mais je suis obligé de passer par tout ça, puisque vous voulez que je vous dise comment il s'est converti. Non, ma question, c'était de savoir quel était le but derrière le livre. Le but derrière le livre, c'est que Portail veut transformer la société. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe si l'homme le plus riche du monde met sincèrement et intégralement ses ressources au service d'une rupture et non pas au service du maintien de l'ordre établi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est fascinant. Donc j'ai inventé toute cette fiction de la conversion pour justifier que c'est possible. Parce que c'est pas crédible autrement qu'un homme de cette dimension, l'homme le plus riche du monde, fasse cela. Donc il fallait un bouleversement intérieur de type religieux. Il n'y a que ça qui peut permettre ce genre de rupture. Voilà. Et vous-même, au fond de vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est une théorie à laquelle vous adhérez? Ou est-ce que ça reste du romanesque, de la fiction? Pour ce qui est des conversions religieuses, je suis convaincu que ça existe. J'aimerais bien que ça m'arrive, mais je sais. Je parlais de... Et pour le projet social de Portail, au départ, honnêtement, c'est une fiction ironique où je m'amuse à prendre le contre-pied de ce que j'ai écrit en écologie. Voilà. C'est pour rompre avec moi-même et explorer le contraire de ce que je pense. Puisque ma position est toujours très pessimiste. Et dans le roman, j'essaie de développer une autre ouverture. Alors, en réalité, l'idée qu'il y a derrière, c'est que toutes les tentatives pour ébranler le système qui est en train de ravager la planète ont échoué. Toutes les tentatives pour l'arrêter, le socialiste, le communiste, tout a arrêté. Il ne reste plus qu'une puissance sur la Terre, c'est l'argent. Bon, eh bien, la fiction que je développe, c'est que c'est à l'intérieur de la religion de l'argent, il va y avoir un schisme. Voilà. Donc au départ, j'ai pris ça comme une sorte de fiction ironique, une sorte de deuxième degré. Et puis au fur et à mesure que je développais ma fiction, je me suis dit, mais au fond, c'est pas si con. Et si on suit le fil, la métaphore de l'hérésie, toutes les religions passent par des hérésies. Portail est un hérétique. Il décide que la religion de l'argent telle qu'on la pratiquait, c'est fini. Et il veut complètement et intégralement brûler sa fortune pour faire bifurquer la société.
Merci. Voilà. Alors, avec votre voisin, Xavier Perron, on n'est pas exactement sur la même ligne. Déjà, on est plus optimiste. Et puis, très optimiste. Sans faire de révolution, Oui. en fait, ce jeune homme, cet adolescent Maasai, qui va aider Skander, il va l'aider à se réapproprier le sens de sa vie, tout en n'envoyant rien, finalement. Il va découvrir que l'amour est à côté de lui, C'est ça. que son Il va découvrir que talent sportif est là. Il n'a qu'à se pencher. il va découvrir que tout est déjà là. Et donc, en fait, il va essayer de se transformer de l'intérieur. En fait, la véritable révolution pour lui, c'est de se changer intérieurement et de rendre réel ce que disait Gandhi il y a près d'un siècle. Il disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Rien ne se passe à l'extérieur. C'est à vous de faire le travail avec vous-même. Mais on vit dans un tel déséquilibre, effectivement. On vit avec le cerveau gauche, on est complètement côté cerveau gauche. Et donc on est en déséquilibre. On ne peut pas être heureux comme ça. Donc ce que les Maasai m'ont montré, moi je le transmets à travers cette histoire où Skander Murati, finalement, il n'arrive plus à marquer de but parce qu'il n'est pas bien, il pense à ceci, il pense à cela. Est-ce qu'il aime vraiment Ingrid ou une autre femme? Ou la sœur. La sœur de Skander. Bon, Ouais. il ne faut pas trop dévoiler. Non, la sœur de Gelado, la sœur de Mayani. La sœur de Mayani, bon. Il ne faut pas trop dévoiler. Parce que... Alors, voilà, c'est toute l'histoire de ce livre, c'est de montrer que c'est possible. On peut changer le cours des choses si on se change intérieurement, parce que l'épanouissement vient de l'intérieur. Les Maasai disent « Edol ongu olion kake medol à toi ». Ça veut dire l'œil voit l'extérieur mais ne voit pas l'intérieur. Ce qu'il faut développer, c'est son intuition, la petite voix intérieure, qui vous dit déjà tout ce que vous devez savoir. Tout est à l'intérieur de vous. Arrêtez d'être ébloui par les grandes stars. Je sais qu'ici, il y en a beaucoup. Bon, moi, j'ai rien contre les stars, mais je veux dire, vous êtes une star. Vous n'avez pas de modèle. Votre modèle, c'est vous. Voilà, simplement, il faut changer des petites choses au quotidien. C'est ce que je m'efforce de faire. Et à la fin de votre livre, vous donnez des pistes, des vrais exercices. À la fin, je donne des exercices, oui, effectivement. Notamment, bien sûr, aller là où il y a des arbres, parce que là où il y a des arbres, il y a une énergie fabuleuse. Et vous pouvez parler à l'esprit de l'arbre, ce que font les Maasai. C'est très facile à faire. Vous pouvez même, L'embrasser. vous savez, l'embrasser, Le là. serrer dans ses bras. Le ouais. serrer. Et ça fait énormément de bien. Si vous le faites régulièrement, vous allez voir tout le bienfait que ça vous procure. Et aussi, au lieu de manger avec vos collègues à midi, mais d'aller vous promener dans un parc, ne serait-ce que ça. Et de manger en pleine conscience. Écouter les oiseaux. Regarder la forme des feuilles sur un arbre. Le vent dans l'arbre. Enfin, des choses très simples. Et en fait, ce livre, moi, je suis très optimiste. Je sais bien, parce que j'ai été prof de sciences politiques, je sais que rien ne va. Je sais qu'il faudrait 9 planètes actuellement pour absorber les méfaits du développement dit durable. Évidemment, il n'est pas durable. Donc, mais si vous vous changez vous-même, alors vous consommerez différemment. Alors, les changements seront possibles. Et alors, on aura envie, les lois de l'attraction prendront le relais. On aura envie de vous suivre. Moi, à la maison, je ne dis plus fais ceci, fais cela à mes enfants. J'ai rien besoin de dire. Ça se passe tout seul, sans effet de force. Et c'est ça qui est fabuleux. Voilà, je donne des exercices à faire effectivement dans certains de mes livres, là aussi. Quand on vous entend parler, on entend aussi le coach de vie que vous êtes, le C'est transmetteur de spiritualité. C'est ça, c'est ça. Et on se demande peut-être pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme du roman dans ces cas-là. Pourquoi n'avoir pas écrit un livre de développement personnel ou de conseils? Parce que j'en ai écrit d'autres. Et ça marche moins bien. Enfin, ça marche bien sûr. Mais là, j'avais envie. Mais la fiction permet autre chose. La fiction permet beaucoup de choses. La fiction, parce que c'est d'âme à âme. On a envie de s'identifier, même si on n'est pas footballeur, on s'en fiche. On a envie de s'identifier à quelque chose qui fonctionne. Voilà. Et qui fonctionne pourquoi? Parce que c'est basé sur l'amour. Et en tant qu'auteur, là je parle vraiment à vous personnellement, quelle expérience en retirez-vous de ce livre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu d'écrire un roman et vous dites que vous en écrirez d'autres après? Je suis en train d'en écrire un autre là, mais je suis survolté. Je me suis levé, alors je ne force pas à vous lever à 4h du matin, mais je me lève à 4h du matin. Alors voilà, moi je travaille de 4h à 7h moins 10. Hein.
C'est assez précis. Et là, ça s'arrête. Plus rien. Plus rien. Donc, vous voyez, mon inspiration vient très tôt le matin. Et après, je peux enchaîner sur une deuxième journée. Comme ça, c'est très... Est-ce que vous avez déjà conseillé des hommes politiques ou des hommes... enfin, là, c'est un footballeur, mais peut-être des personnes qui étaient arrivées dans une carrière très haut et qui se heurtent justement à un mur et qui cherchent... Oui, ça m'est arrivé de parler de ça, bien sûr. J'ai pu rencontrer, quand j'étais prof à La Réunion, l'île de La Réunion, je dirigeais un laboratoire de géopolitique, alors j'ai rencontré des chefs d'État à l'époque. Donc Nelson Mandela notamment. Pourquoi notre époque est-elle autant accrochée à cette expression « donner un sens à sa vie » Est-ce qu'il y a une perte de sens liée à la perte de religiosité? Excusez, je réponds juste. Le sens, quête de sens, parce que pour moi, nous sommes en premier lieu des êtres spirituels dans un corps physique, mais nous sommes des êtres spirituels, nous ne mourrons pas. Moi, j'ai fait une expérience de mort imminente. Je suis passé de l'autre côté. Je sais qu'on ne meurt pas. Voilà, c'est tout. J'ai été accueilli de l'autre côté. Bon, on ne va pas parler de ça parce que je le raconte dans mes livres, mais je sais qu'on ne meurt pas. Donc, je suis très, très optimiste, personnellement. Bertrand Méheux, par rapport au mysticisme et à la religiosité? En gros, je suis d'accord avec tout ce que Xavier Perron vient de dire, mais dans mon roman, ce n'est pas l'objet principal, je répète. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qui peut produire une transformation radicale du monde. Et eh bien, justement, la transformation intérieure d'une personne, dans certaines circonstances privilégiées, peut provoquer une transformation radicale du monde. Alors, mes modèles dans l'histoire, c'est Saint Paul. D'ailleurs, le premier chapitre, ça s'appelle « Le chemin de Davos ». C'est là que Portail a sa révélation. Et puis, c'est surtout Jésus. Voilà. Donc, c'est aussi, par exemple, Constantin qui a un rêve qui va l'amener à faire entrer l'Empire romain dans le christianisme. Une décision qui a des conséquences colossales. Alors, c'est ça qui m'a inspiré dans ce roman. Ensuite, au plan personnel, ça, c'est pas l'objet ici. Et quand vous avez un écrivain comme Philippe Solers qui disait « le 21e siècle sera religieux ou pas », est-ce que vous pensez qu'on est plutôt dans une perte de sens et qu'il faut regagner, ou au contraire qu'il y a un regain des religions sur la planète? Il me semble que c'est pas Malraux qui a dit ça. Enfin, peu importe. Il me semble que c'est Malraux. Mais je crois pas. Il y a des renouveaux religieux, mais j'ai l'impression que la grande tendance en ce moment, c'est l'écrasement de tout sens. Vous voyez, non, même pas le religieux, mais le sens philosophique, le sens social, et tout est détruit par la société de consommation. Et donc, il est pour moi très difficile de remettre... Alors bon, il y a plein de tentatives justement pour trouver un sens personnel à la vie. Oui. Je ne sais pas si on peut trouver vraiment un sens personnel à la vie quand le collectif ne l'a pas, ce sens. Ça, c'est la question que je me pose. Alors, pour moi, c'est clair. La réponse, elle est du côté des peuples premiers, peuples dits premiers ou autochtones, qui, pour moi, seront le second souffle dont nous avons cruellement besoin aujourd'hui. Et effectivement, on va chercher chez les peuples premiers des réponses et une quête de sens, effectivement, qu'on trouve quand on va là-bas. Donc, chez les Maasai, c'est très flagrant. Ils ont à nous montrer qu'ils n'ont rien et pourtant ils sont heureux. Parce que le bonheur est intérieur. Voilà. C'est parfait. C'est sur ces mots très optimistes que je vais conclure. Merci à tous les deux. Vous pouvez continuer la discussion sur le stand pour des signatures, des dédicaces. Alors, moi, mon stand, il est juste là. Donc, le stand 16, Erol, 16 et Libre et Solidaire. Merci beaucoup. Et moi, c'est L11, je crois. L11. Libre et Solidaire. Tout de suite, pour ceux qui veulent.